Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Auteur de bande dessinée, dans nos pratiques j'explore des lieux, des personnages, des univers différents avec des méthodes différentes, des narrations différentes et donc des résultats multiples. Bonjour David Prudhomme. Bonjour. Et merci d'être là effectivement pour parler de cette BD, du bruit dans le ciel, en sélection à Angoulême, Grand Prix de la BD RTL qui a raflé un certain nombre de prix et qui explore, c'est le cas de le dire, un lieu, puisqu'on retourne à Grangeroux, qui est le village de votre enfance. Racontez-nous pourquoi raconter ce village-là, et puis surtout, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais en quoi c'est finalement un village qui symbolise la France, ou toute une partie de la France en tout cas. Ah ouais, c'est une exploration sur 40 ans du territoire. Alors, j'ai pas étudié ce paysage depuis 40 ans, mais j'ai grandi de 11 à 18 ans. Donc, c'est un lieu qui est près de Châteauroux, un lieu dit nommé Grangeroux. Donc, depuis 10 ans, il y a des projets qui sont succédés. Donc, je surveille un peu le territoire et j'ai commencé à avoir envie de le raconter. Il me semblait synthétiser au milieu de la France, dans un endroit sans forcément de personnalité ou de particularisme, les grands enjeux économiques mondiaux et comment ça influe sur la psyché aussi des habitants. Parce qu'au départ, Grangeroux, c'est un village qui sort de terre dans les années 80, cette fameuse France périphérique qui se crée. On donne des noms de chanteurs ou de chanteuses à toutes les rues du coin. Il y a une base militaire qui a fait les grandes heures de la petite zone. Ouais, c'est multiple en France. Il y a des milliers, je dirais, de lieux comme ça, où c'est pas des cités dortoirs, mais c'est des zones pavillonnaires, on peut appeler ça comme ça. Enfin, elle est décrite, elle est même documentée. On a fait des photos. Enfin bon, c'est le lieu d'une non-esthétique, sauf celle intime finalement du jardin qu'on cultive. Dans Vive la marée, on disait... Mon Dieu, cultiver son jardin, ils l'ont pris au premier degré. Mais oui, chacun s'occupe aussi de son univers, on est bien. Enfin voilà, c'est confortable. Et puis voilà, on s'attend pas du tout à ce que l'idée d'un hub industriel chinois déboule sur la tête, quoi. Parce que c'est ça, à un moment donné, on dit à Grangeroux, vous allez devenir un lieu incontournable avec plein d'emplois et plein de richesses, puisqu'il y a un hub franco-chinois qui va s'installer ici. Ça n'a jamais vraiment vu le jour. Non, c'était doublé d'une université franco-chinoise. L'ensemble s'appelait Projet Eurocity. Et donc, il y avait un pôle universitaire, donc quelques centaines d'étudiants sont venus quand même, essentiellement des Pékinois d'ailleurs, derrière les barbelés de l'ancienne zone militaire qui était américaine. Donc, c'est là où le basculement est intéressant, en fait. C'est qu'on passe, et ça a beaucoup marqué Châteauroux, ça reste encore présent dans les esprits, la période américaine avec une installation pendant 16 ans d'une base de l'OTAN et toute la vie américaine qui va avec. Ensuite, les Américains partent donc quand la France quitte l'OTAN en 67 et on se retrouve avec une armée française classique, une base où par contre sont passés des centaines de milliers de jeunes appelés qui donc connaissent Grangeroux sans le connaître et qui en ont sûrement un souvenir délicieux. Quand l'armée française décide de se restructurer en 2008-2012, voilà, l'armée française quitte le lieu et que faire de ces grands espaces ? Est venue cette idée d'installer un hub, voilà, avec l'utilisation de la piste construite par les Américains pour y amener des marchandises chinoises qui se rassemblaient, obtiendraient des labels européens, français, enfin une plus-value, quoi, tout ça. Puis bon, ça a mis 10 ans de suspense, d'aller-retour, et maintenant, il y a des routes qui aboutissent dans des champs de blé. C'est aussi ce qui m'a beaucoup amusé dans le projet, c'est-à-dire c'est la possibilité de raconter les petits ratés de la mondialisation. On raconte souvent les catastrophes, il y en a plein. il y a des réussites aussi. J'essaie de multiplier les points de vue, mais là, on est face à un petit cul-de-sac quand même. Mais est-ce que c'est une BD qui a été particulière à dessiner dans le sens où tu te mets en scène toi, enfant, tes proches, et puis surtout comment tu as travaillé ? Est-ce que tu as repris des vieilles photos du lieu, de tes proches, ou est-ce que tu es reparti que de tes souvenirs ? Comme j'étais tenu de dessiner mes proches, je devais
j'avoue, de donner une certaine attention à leur figure. Alors, j'ai dû m'aligner. Par goût, je crois que je me serais beaucoup plus caricaturé que ce que je n'ai fait. Mais en même temps, il y a une forme de tendresse là-dedans qui était importante, parce que le lieu, personne ne le connaît, il faut raconter quelque chose, il faut faire sentir un lieu, le paysage, avec des moyens très simples, puisque c'est crayon, encre, voilà. Il n'y a pas de couleurs, de ciel, voilà, de choses flamboyantes. On est vraiment dans pas du minimalisme, mais on effleure les choses. Et il faut qu'il y ait une sensibilité, une douceur, une tendresse qui se ressentent. Donc j'ai fait un peu attention aux figures, aux chevaux, aux animaux et aux humains qui sont là, aux chants tout autant. De toute façon, je fais attention en général à peu près à tout de manière égale. Je pense que dans le dessin, c'est crucial. Il y a 3 couches. Il y a effectivement les souvenirs. Quelques albums photos de famille m'ont aidé, tu vois. Et puis après, il y a des repérages photos que j'ai fait. Je me suis promené. Bon, après, j'ai dessiné les champs aussi comme ça, mais ça va vite. On peut en faire. Enfin, je dis ça, mais Van Gogh en a fait des merveilleux. Donc bon, on peut aussi passer sa vie à étudier des champs. Justement, ce qui me plaisait beaucoup, c'était cette espèce de ligne d'horizon avec quelques petits arbres posés dessus, un truc très simple, une réduction du dessin comme ça. J'ai dessiné toute la base militaire, la zone industrielle, donc là, il fallait être un peu précis et pour qu'on puisse ressentir ce lieu. Et puis, il y a le 3e niveau, des vues satellites. Donc, il y a beaucoup de plans qui sont pour pas dire le nom Google Maps View, Earth et tout ce qu'on veut, qui sont des vues satellites et qui donc disent par essence même la mondialisation, donc le sujet. Donc il y a ces 3 plans qui dialoguent et on passe de l'un à l'autre sans arrêt. Dans le livre, tu racontes aussi ta naissance, j'allais dire, en tant que dessinateur. Enfant, déjà, tu dessines beaucoup. Ouais, c'est impossible d'imaginer... surtout dans ces années-là, que ça peut devenir un métier. Même si je l'ai raconté dans une interview à l'âge de 15 ans. Donc à 15 ans, j'étais quand même j'étais tout proche en fait du milieu professionnel. Enfin, je rencontrais des dessinateurs, c'est vrai que j'en ai rencontré pas mal, des grands auteurs. Mais quand j'ai commencé vraiment à dessiner, on parle de 4-5 ans avant, dès 11 ans, j'avais des projets de BD. Mais juste pour le besoin de raconter en case, enfin en tout cas en série d'images. J'ai fait des dizaines de démarrages, comme tout, enfin voilà, des trucs inaboutis, des machins. Ma première BD, elle doit remonter à l'âge de 7 ans, tu vois, c'était Tripaf chez les Vikings, très inspiré d'Astérix. Non, Tripaf chez les Grecs, pardon, c'était le premier tome, en une page. Et après, bon, voilà, c'est passé par tous les styles déjà. Je faisais de la science-fiction, des trucs comme ça, pas mal de science-fiction en fait, un peu de l'historique après. Et ma première BD, alors faut le dire, c'est en 87, publiée, rémunérée, c'est une BD sur l'histoire de Châteauroux. C'est là où c'est quand même assez drôle de faire cette boucle si longtemps après. Tu mets d'ailleurs un article de presse dans la BD que tu reproduis de toi enfant. Voilà, ouais, où je dis la BD c'est vraiment un métier, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de retrouver cet article-là au moment où on parle, enfin où il y a tous les considérations sur le métier d'auteur, de bande dessinée, d'autrice, de voir que voilà, c'est sorti à cette époque-là comme ça, alors que franchement, je crois que je ne croyais vraiment pas ce que je disais. Tu es allé à la rencontre de beaucoup de dessinateurs pour parler avec eux du milieu de la BD. Il y a notamment Jean-Michel Charlier qui t'a beaucoup aidé, Moebius aussi, même si tu l'as pas vu souvent. Je pense que la rencontre avec Moebius, ça marque. Oui, ça marque beaucoup. Dans la phrase que je citais, c'est vraiment un métier. Je pense que vraiment le point d'exclamation qui n'est pas marqué est crucial, parce que je crois que c'est la sidération en fait qui me frappe. Mais quand je rencontre Arnaud, je rencontre Jodorowsky lui-même, qui me fait monter sur scène à Châteauroux pour discuter avec lui. Là, il me rebat les cartes évidemment. Enfin voilà, c'était très 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 fort. Émotionnellement, mais humainement aussi, parce que j'étais un tout petit bonhomme. Voilà, si on me dessine, là, j'ai la goutte de sueur comme dans les mangas sur la tempe. Et je suis même tétanisé. La plupart du temps, j'ai incapable de parler. Quand je vois Maurice, c'est pareil. Il voit mes planches, tous ces gens-là. Et puis finalement, je sais pas, c'est Juillard qui a été très important en réalité.
J'ai passé un peu plus de temps avec lui aussi et il m'a montré des petits trucs d'anatomie, enfin des constructions de dessins, des calques que j'ai gardés comme des reliques. Voilà, petit à petit, une personne, un adulte, un journaliste qui, je sais pas, trouvait que j'avais quelque chose dans les pattes. C'est lui qui m'a emmené voir tous ces gens-là. Moi, je serais jamais allé les voir. Voilà, donc là, il m'emmène chez Moebius et Moebius, il mangeait des cerises. Et il me dit, tu veux une cerise et tout ça? Alors, c'était impossible, je crois que voilà. Et donc, j'ai pas mangé de cerises. J'ai surtout fait attention à ne pas écraser les planches du bout de la piste qui étaient partout dans la pièce. Et là, quand on a accès à des originaux comme ça, qu'on sait même pas ce que c'est vraiment l'original d'un auteur, ça devient, ouais, c'est merveilleux. Il y avait Geoff Darrow aussi que je croisais, on discutait pas mal, il était très très sympa avec moi et tous ces gens-là étaient hyper bienveillants, tout en disant des choses précises. Hein. C'est leur bienveillance qui m'a donné un peu la force d'aller plus loin. C'est peut-être aussi toutes ces inspirations qui font que tu as des styles graphiques si différents. Toi, voilà, chaque album, c'est vraiment à la fois une forme de récit, un découpage différent, une forme de dessin très différente. Parce que je suis un animal difficile à domestiquer. Je pense que j'ai un dessin qui est très... c'est à moitié une blague, hein, parce qu'il il est comme un sismographe de l'état dans lequel je suis, et j'essaie d'être honnête en fait avec moi-même. Je suis pas le même là en parlant par exemple derrière ce micro ou en étant chez moi. J'ai pas les mêmes sensations. Et chacun de nous, au fil d'une journée, même ça, on passe par de multiples émotions. Donc mon dessin, il retranscrit tout ça. Je sais pas, il a cette souplesse là, j'allais dire. Je dirais presque que mon gros travail, la grosse partie de mon travail, c'est d'essayer de me limiter à un album, à avoir une cohérence en tout cas dans un album ou dans un sujet. Et ça me prend un temps considérable. Si je me laissais aller, je pense que même, et ce serait, je pense, très intéressant, et un jour j'irai jusque-là, c'est sûr, d'essayer de retranscrire véritablement tout ça, comme un journal à la fois graphique, mais tout en ayant une narration. Et donc, je mets beaucoup de temps à mettre en place cet arrangement. Il y a un auteur avec qui tu as beaucoup travaillé, je le citais tout à l'heure, c'est Pascal Rabaté. Écoute, je pense qu'il y a des sensibilités, on a des échanges esthétiques qui sont intéressants et c'est pour ça qu'on a collaboré autant, je pense. Tu publies aussi seul, notamment la BD qui nous intéresse aujourd'hui, mais voilà, on voit que dans ton parcours régulièrement, tu retournes avec un autre auteur, pourquoi ? Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme les aventures d'Astérix, il y en a une à l'intérieur du village et l'autre à l'extérieur. J'ai une envie d'amitié, ça, je crois elle revient sans arrêt, effectivement. Je travaillais avec Troups aussi, je travaillais avec Jean-François Otto, qui était étudiant avec moi à l'école d'Angoulême. Puis on est amis, donc ça veut dire travailler ensemble, ça veut dire passer des mois à échanger sur un sujet, donc ensemble, et justement d'affiner nos intelligences ou là-dessus, sur un... Alors c'est enrichissant. Il y en a un notamment qui vient d'ouvrir une nouvelle collection qui s'appelle Virage Graphique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ça s'appelle Les Représentants, cette BD. C'est une bande dessinée qui raconte 5 soirées électorales présidentielles depuis 1995. Vincent Farras a écrit les textes, c'est un dramaturge. Et il est au niveau des citoyens, des citoyennes en fait. Elles sont vues de l'intérieur d'une maison, d'un hôpital, enfin où que se trouvent les gens d'ailleurs, mais c'est des gens différents à chaque élection. Et il y a un écho plus ou moins distant en fait entre l'élection qui est en train de se dérouler et l'intimité et l'histoire des protagonistes qu'on décrit. Tous les événements extérieurs influent. Et c'est ça en fait ce que racontent ces histoires, c'est pendant que l'histoire officielle, on va dire, se déroule, mais il y a tout un tas de trucs qui continuent. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prêt ? J'ai pas révisé, mais je suis prêt. Ça va être dur. La première BD que tu as lue ? La première BD que j'ai lue, je crois que c'est Astérix et je savais pas lire. C'est-à-dire que j'ai dû la lire à 3 ans, 3-4 ans, donc je sais plus lequel est Astérix parce qu'il n'était pas à la maison, c'était chez... une dame qui me gardait occasionnellement, tu vois. Elle avait des enfants plus âgés et je l'ai lu du début à la fin sans la lire. La meilleure BD de tous les temps ? La meilleure BD de tous les temps ? Crazy Cat. Crazy Cat, c'est celle qui me rend le plus dingue. Je sais pas, c'est tout mon contraire en fait. Des univers qui sont construits à partir de 3-4 éléments, un petit théâtre qu'on dresse et qui sert à décrire le monde. La plus belle couverture BD ? Le fil qui chante peut-être, j'aime beaucoup celle-là. Pour la composition générale du poteau, Lucky Luke qui est posé en haut,
les flèches qui dessinent une horizontale, les vautours, le bleu, le jaune, je sais pas, des couleurs très simples. En général, c'est quand on arrive à des couleurs très tranchées, c'est toujours bon en couverture. La plus belle case BD. Plus qu'une case, une composition. Assez typique chez André Julliard, dans les 7 villes d'Épervier. Ce décadrage, quand il fait un panoramique avec un personnage qui est pas au centre, mais une moitié de l'image. Les 2 tiers de l'image sont occupés par un mur, donc une surface blanche mais colorée après. Et puis dans la partie qui reste là, un fourmillement de détails de toute la ville de Paris avec des passants, des choses comme ça. Et cette manière de poser l'espace, ça m'a beaucoup marqué à l'époque. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes mais tu as honte de l'avouer? Ah si, tiens, un vieux truc, les BD que j'ai lus, voilà, gamin, pareil, je reviens à des trucs comme ça, je m'accroche à des vieilles branches, Danny Futuro, ou Gigantique, de Mora et Cardona chez Dargaud, on trouvait ça, parce que c'était des mercenaires et c'était des matériels, voilà, qu'on trouvait partout. J'ai trouvé les BD au Mammouth de Châteauroux, donc, ouais, Danny Futuro, c'était Jiménez, hein, c'était pas n'importe qui, en plus, c'était des bons dessinateurs. Ton meilleur souvenir de festival? Le meilleur souvenir de festival, alors c'est un festival qui n'existe plus et il a pas duré beaucoup d'éditions, c'est à Beauvais. C'est mon meilleur souvenir parce que c'est la rencontre avec Pascal Rabaté justement. Alors on se retrouve dans un bar, dans le sous-sol d'un bar où c'est une soirée Dalida. Enfin de Dalida, il n'y a qu'un mannequin de couturière sur lequel est posé un boa rose. Et le sol écarlé de blanc, des lumières incroyables. Et puis pof, on est parti, on est devenu... voilà. Là, donc le boa de Beauvais. Ton pire souvenir de festival? Pire souvenir de festival, disons qu'il traverse tous les festivals. C'est quand t'es fatigué. Ou alors non, tiens, l'erreur de débutant. L'erreur de débutant, c'est d'arriver et de picoler le premier soir. Et après, tu t'en remets plus. Voilà. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ton personnage de BD préféré? Peut-être Gaston, parce il faut rien, il est anarchiste, et c'est une manière tellement subversive de faire glisser ces idées-là. Il est inamovible. Mais il y a aussi Luffy, dans One Piece. Je trouve qu'il a une constance, ça n'a aucun doute, et c'est marrant. En fait, c'est peut-être des personnages comme ça, Obélix, finalement, il a aucun doute non plus. Ouais, des personnages comme ça qui avancent et qui nous foutent le moral. Ton personnage de BD détesté? Caius Detritus, l'horrible visage vert de la zizanie. Ton super-héros préféré? C'est pas de mon âge. Non mais si, il y a Spider-Man quand j'étais jeune. Spider-Man parce que j'étais fou des dessins, je les copiais beaucoup quand j'étais gamin. J'ai beaucoup dessiné, pas décalqué, mais il faut recopier. Ouais, Spider-Man, j'étais sidéré par les muscles, en plus c'était facile de les cacher avec la toile d'araignée là. Donc non, c'était pour apprendre, voilà, pour souvenir d'apprentissage comme ça. Tu dessines dans le calme ou en musique? Bon, les deux, mais enfin quand je dessine en musique, c'est en boucle, la même chanson souvent la journée, je me bloque comme ça, j'ai pas de perturbation, c'est comme une forme de silence ou d'hypnose finalement. Et donc je suis bien et après ça part, c'est comme un bain chaud si tu veux. Couleur ou noir et blanc? Les couleurs. Ouais. J'en fais pas assez, mais j'aime bien. C'est tellement agréable pour moi la couleur que je vais dire couleur. Et pour finir, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice qu'on connaîtrait pas forcément et que tu voudrais nous conseiller? Allez, vraiment l'actualité alors. J'ai lu Le Poids des héros de David Sala. J'ai beaucoup aimé sa façon, parce que c'est pas évident de rendre une aquarelle comme ça aussi narrative. En fait, elle est décorative mais narrative et émotionnelle. Donc ça, cet équilibre-là, il est vachement bien poussé. Il l'a vraiment réussi. Mais bon, il est connu. Merci David Prudhomme. Merci. Et nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Maël Ranou, directeur de la lecture publique. Qu'est-ce que tu as décidé de nous conseiller? Eh bien, j'ai décidé de vous conseiller Maxiplotte, qui est l'anthologie de Julie Doucet, une autrice canadienne, qui était québécoise même, qui était publiée des années 80 en France, et qui a eu un gros succès au sein de la communauté des auteurs de la communauté de bande dessinée, un succès aussi bien en France qu'aux États-Unis, ce qui est assez rare. Et d'ailleurs, ça se voit qu'elle a influencé tous ces auteurs, puisqu'elle a récemment gagné le Grand Prix de la ville d'Angoulême, qui consacre une carrière. Et donc Maxiplotte, qui est sorti cette année, c'est 400 pages, plus de 400 pages d'anthologie, de récits complets, d'illustrations, de peintures, avec un gros appareil critique, et c'est vraiment l'occasion de redécouvrir la diversité de son œuvre. Elle qui a été pionnière de l'autofiction, des récits de rêve, ou aussi qui a mélangé le collage et la bande dessinée dans sa carrière récente. On redonne les références? Maxiplotte, c'est chez l'association, c'est Julie Doucet.
9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.